et crie et vocifère, Paris tremble au douleur aux misères, et crie et vocifère, je veux être César, cartouche en son suaire, etc. Et ça se termine par une inversion un petit peu du vers, et tous ces cadres réclament ensemble, enfin je ne me rappelle plus quel est l'ensemble des vers, aux douleurs, aux misères, aux douleurs, Paris tremble, c'est ça, sont couronnés ensemble en Napoléon III. Ce que veut dire Victor Hugo, qui a toujours considéré le 2 décembre comme étant un crime contre la liberté et contre la République, c'est que l'acte de Napoléon III est criminel, et c'est tous les criminels qui veulent être César, donc ils sont couronnés. Situation, on pourrait dire, sur laquelle Peggy ne fait pas de réflexion, pas plus que Hugo d'ailleurs, parce que Hugo n'a jamais été particulièrement contre les criminels, en particulier Cartouche ou Mandrin, qui sont des criminels au contraire qui célèbrent, en particulier Cartouche, ou tout au moins qui l'excusent dans Les Misérables, en tant qu'ayant été des bandits, mais qui ont, à certains moments même, été admirés et qui ont pris l'argent de l'État ou l'argent des puissants, mais pour le reverser au peuple. Par conséquent, il y a là une très grande ambiguïté dans l'attitude de Victor Hugo par rapport aux criminels. Il a écrit, vous le savez, les derniers jours d'un condamné, ces condamnés qui vont être guillotinés, ce sont des criminels. Castin a été guillotiné par exemple, donc il appartient aussi à ceux pour lesquels Victor Hugo écrit dans les derniers jours d'un condamné. Il avait écrit au début de sa vie Jargal, qui dans la révolte de Haïti avait commis énormément de crimes, mais précisément pour libérer les Noirs, etc. Donc il n'y a pas d'obstacle particulier de Victor Hugo à l'égard des criminels. On pourrait même dire que dans la mesure où Napoléon III, dans sa jeunesse, a été Carbonaro et a même été emprisonné pour cela à un certain moment, il fait partie aussi de ceux que Victor Hugo aurait dû plus ou moins approuver. Mais c'est le coup d'État, ce fameux coup d'État que Marx simultanément avait appelé celui de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui était celui du prince-président, qui a fait que ce crime contre la République, qui a banni d'ailleurs Victor Hugo, qui écrivait cela depuis l'île de Jersey, fait qu'il a été que les châtiments ont développé cette sorte de vision fantastique, outrancière, en grande partie injuste, mais que reprend Peggy à son compte, mais alors d'une autre manière. Ce n'est pas, s'il en parle, c'est aussi parce que, c'est pas parce qu'il soit particulièrement hostile à Napoléon III, mais c'est parce que Napoléon III marque le début, on pourrait dire, de sa modernité à lui. Cette modernité qui va s'instaurer davantage avec la Troisième République, d'ailleurs, qui va s'affirmer en particulier après 1900 dans le Parti radical, contre lequel il écrira aussi une sorte de comptine, une ritournelle à partir de la chanson du roi Dagobert contre Jaurès et la trahison de Jaurès, qu'il considère lui comme la trahison de Jaurès envers le socialisme en participant au gouvernement radical. Je ne sais pas si Jaurès a participé au gouvernement, mais enfin il l'a appuyé en tant que parlementaire. Et alors ce qui va dominer, ce qui va être le crime à ce moment-là de cette modernité, c'est l'argent. Le crime écritique, c'est l'argent écritique, c'est le crime du monde moderne, c'est le crime absolu, cette soumission de toute chose à l'argent, cet avilissement de toute chose par l'argent.
c'était à part. Or, comme Napoléon III, le règne de Napoléon III, Zola le montre également, simultanément d'ailleurs à la même époque, a été le règne universel de l'argent, la confirmation du capitalisme moderne. On pourrait dire que c'est plutôt à partir de cette dénonciation du rôle de l'argent que des châtiments de Victor Hugo que Péguy rejoindrait cette condamnation de Napoléon III. Mais sur quoi je voulais uniquement porter l'accent, c'est cette importance de la ritournelle, de cette, qui va nous faire pénétrer à ce moment-là dans la profondeur de l'histoire, parce que cette ritournelle, c'est elle qui va renvoyer la réflexion de Péguy vers l'utilisation différente, d'ailleurs, à la veille de la révolution de 1789, c'est-à-dire prenant place aussi dans l'événementiel, et dans un événementiel qui est aussi marqué, d'ailleurs subjectivement, affectivement, par la pièce du mariage de Beaumarchais, par le personnage de Chérubin. C'est cette ritournelle qui va nous faire pénétrer dans la profondeur de l'histoire et qui va rejoindre, par-dessus les décennies, qui va faire se rejoindre les châtiments de Victor Hugo et le mariage de Beaumarchais. Et là, comme second élément, il y a dans le mariage de Beaumarchais et au mariage de Beaumarchais une suite peu connue malgré tout, elle n'est pas ignorée, qui est une autre pièce dans laquelle par une utilisation très curieuse et très intéressante du personnage, Beaumarchais fait revenir Chérubin, qui est la mère coupable, qu'il avait l'intention d'écrire dans la préface du mariage de Figaro. Il en parle, il dit, dans les justifications, il dit, je donnerai d'ailleurs une suite, mais cette suite il a écrite plus tard, il a écrite après la révolution, le déclenchement de la Révolution française de 89, et il l'a fait jouer simplement en 92, et dans des circonstances différentes, où il y a l'apparition de Chérubin, mais d'une façon très curieuse, parce que Chérubin, si je résume mal, mais enfin rapidement l'histoire, la mère coupable se passe en 92, et c'est-à-dire 20 ans après le moment où est censé se passer le mariage de Figaro, ce qui serait... Oui, c'est ça, parce que le mariage de Figaro lui-même a été présenté en 84, mais il avait été écrit assez antérieurement, et d'autre part, il ne prenait plus des personnages qui sont censés, il n'est pas daté. L'aventure du mariage de Figaro n'est pas datée exactement, mais la mère coupable, puisqu'elle parle d'une distance de 20 ans, et situerait par conséquent le mariage de Figaro en 1774. Quoi qu'il en soit, Chérubin, qui est, vous savez, dans le drame, comme dans les Noces de Figaro de Mozart, qui est nommé pour qu'il cesse de tourmenter les femmes, de les poursuivre, et en particulier par la jalousie du comte. Il est fait très jeune, il est dit dans la pièce, on lui attribue 13 ans, ce qui est un peu exagéré peut-être, mais enfin, il est un adolescent,
et il est envoyé à l'armée comme officier. Et dans la mère coupable, on apprend deux choses. On apprend qu'il est mort, qu'il a fait un enfant à la comtesse qui s'appelle Léon et que lui-même s'appelait Léon d'Astorga. Et c'est cette appellation que Peggy reprend comme une sorte de leitmotiv après, à partir d'une tirade du conte, du premier acte, qui a un fils qui s'appelle Léon, qui a une vingtaine d'années maintenant, et pour lequel il a toujours nourri une aversion, parce que comme lui était en Angleterre à ce moment-là, et que sa femme a eu un enfant, que cet enfant est né plus de 10 mois après son départ de Séville, de son château d'Almaviva, il a toujours soupçonné que cet enfant n'était pas lui. La comtesse avait arrangé les choses d'une manière assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cet enfant était de Chérubin, qui était parti à l'armée, puis était revenu, qui avait eu une relation amoureuse avec la comtesse, qui lui a signifié son congé par suite de l'horreur du crime qu'il avait forcé à commettre, et tout en étant profondément amoureuse de lui, lui-même désespéré, se fait tuer en partant inconsidérément à l'attaque dans un combat, et la comtesse appelle son fils Léon, en ayant fait la promesse à Chérubin si celui-ci se faisait tuer. Donc c'est ce fils de Léon qui se trouve être le fils détesté du comte. Alors le comte a cette formule que reprend Peggy, et sur laquelle il revient, exactement un certain Léon d'Astorga. On ne sait pas s'il s'appelle Léon d'Astorga ou s'il est originaire d'Astorga, qui est un château des environs, mais là il y a une certaine ambiguïté sur son appellation. Un certain Léon d'Astorga qui fut jadis montage et qu'on appelait Chérubin. Et ça, c'est pour Peggy qui épilogue là-dessus dans des passages très convaincants, très poétiques, quelque chose qui est un éclair jeté à la fois sur le vieillissement, sur la profondeur de l'histoire, sur la profonde mélancolie qui entoure à la fois cette formule et la réflexion que l'on peut faire sur cette lente transformation et abandon du passé. Et il est incontestable que ce Chérubin, personne, quand on le voit soit chez Mozart, soit chez Beaumarchais, personne n'aurait l'idée de lui donner un nom propre ou un nom de famille, ni de le supposer à un âge où il aille embrasser une femme. Ce prolongement est quelque chose à la fois de naturel, d'étrange, mais qui a saisi Peggy justement en raison de cette particularité, de cette profondeur et de déplacement qu'il donnait tout à coup au personnage, qui est à la fois un mythe et à la fois qui traverse l'histoire, qui s'incarne, qui s'est incarné de différentes manières, dans l'opéra, ensuite, après l'avoir été au théâtre, mais qui prend une certaine consistance tout à fait particulière dans cette formule d'un certain Léon d'Astorga, qui fut jadis montage et qu'on appelait Chérubin. On pourrait peut-être, alors c'est à ce propos qu'il reprend comme étant une ritournelle structurant ce passé historique, la chanson de Chérubin, qui est celle de Malraux,
et qui est la même que celle que Victor Hugo a utilisée dans les châtiments pour son poème sur le sacre et cette sorte de condamnation pesante, terrible, qu'il fait peser sur la criminalité de Napoléon. Il y a-t-il un rapport exact entre les deux? Ce n'est pas la logique d'un rapport que Péguy entend établir. Mais c'est on pourrait dire, le choc, à la fois la continuité, la reprise, le choc entre ces événements qui appartiennent à la fois à un même ensemble, mais qui en même temps font apparaître une profondeur et une discontinuité historique. On pourrait, je dis ça tout à fait entre parenthèses, puisque j'avais évoqué la réapparition, l'apparition d'ailleurs immédiate, puisque l'opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, date de 1789, peut-être très 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 proche des représentations du mariage de Figaro à Paris, sur un livret de Da Ponte, mais Mozart a repris dans et Da Ponte ont repris dans leur traduction de la pièce et réadaptation l'esprit et les formules de Beaumarchais pour, par exemple, dans l'air de Chérubin, non so più cosa son, cosa faccio, parla d'amor comme me, donc qui correspond tout à fait au texte de Beaumarchais, celui-là. Et le texte de Da Ponte en est presque une traduction. Également, au moment où il est nommé chassé par le comte et nommé jeune officier et doit partir, Più andrai, le célèbre air de Figaro, reproduit Più andrai papallone amoroso. Bon, c'est quelque chose qui est une quasi-traduction du texte de Beaumarchais. Mozart, qui pourtant n'a pas répugné à utiliser des airs populaires et les adapter, au contraire de Beethoven qu'il a fait pour Malmros, dans un passage, je ne sais plus lequel, qui est mentionné dans Wikipédia, vous regarderez, il y a une transposition et une reprise de l'air de Malmros dans une composition de Beethoven. Mais Mozart aurait pu le faire ici, il l'a fait, et le texte non plus transforme le petit air que va chanter Chérubin à la comtesse en l'air célèbre Voi che sapete che cosa è l'amore, donner, etc. Ce qui est l'air de Chérubin, qui n'a aucun rapport, même à titre de transformation et variation, avec l'air de Malmros, et qui chante cette sorte d'amour général, de l'amour, d'ailleurs, il parle d'amour comme lui, qui est la caractéristique de Chérubin, que l'on considère comme une sorte de libertaire en merde, la caractéristique du page de l'Ancien Régime, terme qui aussi s'est perdu d'une façon totale dans le langage contemporain, ce qui fait justement cette sorte de vieillissement, de transformation, qui fait que nous ne sommes plus dans le même monde, que nous le voyons en quelque sorte à travers une sorte de brume, que nous le ressentons, mais que nous ne pouvons plus le réactualiser. Chérubin et justement c'est cette sorte de ce que Figaro appelle un polisson libertin, c'est ça, une sorte de garnement qui est
qui est inclus dans le mot aux multiples acceptions. Les jours d'un condamné, ces condamnés qui vont être guillotinés, ce sont des criminels. Castin a été guillotiné par exemple, donc il appartient aussi à ceux pour lesquels Victor Hugo écrit dans les derniers jours d'un condamné. Il avait écrit au début de sa vie Jargal, qui dans la révolte de Haïti avait commis énormément de crimes, mais précisément pour libérer les Noirs, etc. Donc il n'y a pas d'obstacle particulier de Victor Hugo à l'égard des criminels. On pourrait même dire que dans ce que veut dire Victor Hugo, qui a toujours considéré le 2 décembre comme étant un crime contre la liberté et contre la République, c'est que l'acte de Napoléon III est criminel, et c'est tous les criminels qui veulent être César, qui sont couronnés. Situation, on pourrait dire, sur laquelle Péguy ne fait pas de réflexion, pas plus que Hugo d'ailleurs, parce que Hugo n'a jamais été particulièrement contre les criminels, en particulier à mesure où Napoléon III, dans sa jeunesse, a été Carbonaro et a même été emprisonné pour cela à un certain moment. Il fait partie aussi de ceux que Victor Hugo aurait dû plus ou moins approuver. Mais c'est le coup d'État, ce fameux coup d'État que Marx simultanément avait appelé celui de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui était celui du prince-président, qui a fait que ce crime contre la République, qui a banni d'ailleurs Victor Hugo qui écrivait cela depuis Cartouche ou Mandrin, ils sont des criminels au contraire qui célèbrent, en particulier Cartouche, ou plutôt moins qu'il excuse dans Les Misérables, en tant qu'ayant été des bandits, mais qui ont, à certains moments même, été admirés et qui ont pris l'argent de l'État ou l'argent des puissants, mais pour le reverser au peuple. Par conséquent, il y a là une très grande ambiguïté dans l'attitude de Victor Hugo par rapport aux criminels. Il a écrit, vous le savez, les derniers et crie et vocifère, Paris tremble au douleur aux misères, et crie et vocifère, je veux être César, Cartouche en son suaire, etc. Et ça se termine par une inversion un petit peu du vers, et tous ces cadres réclament ensemble, enfin je ne me rappelle plus quel est l'ensemble des vers, aux douleurs, aux misères, aux douleurs, Paris tremble, c'est ça, sont couronnés ensemble en Napoléon III.